Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Marie-Monique Robin, bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Tellement de films qui nous ont tous marqués et on se rencontre aujourd'hui pour parler de Nouvelle Cordée. Oui, tout à fait. Un film qui sort le 20 novembre. Mm-hmm. Donc vous êtes journaliste, autrice, selon Je préfère auteur, moi, personnellement. Auteur, d'accord. Écrivaine. Selon les personnes, voilà. Et réalisatrice, vous avez réalisé une 40aine de films d'investigation et obtenu une 30aine de prix, dont le prix Albert Londres, l'un de vos maîtres, en 1995, et le prix norvégien Rachel Carson en 2009, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez été décoré en 2013 de la Légion d'honneur et vous avez souhaité qu'elle vous soit remise sur le site de Notre-Dame-des-Landes par la sociologue Dominique Méda. Mm-hmm. Et vous avez aussi écrit plusieurs livres, généralement liés à vos documentaires. Alors nous nous rencontrons donc pour parler de Nouvelle Cordée. Donc en fait, plutôt que de lire des extraits du synopsis, je pense que ça sera quand même plus vivant si ça ne vous dérange pas que vous expliquiez un petit peu ce que c'est que cette expérimentation. C'est une expérimentation, territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été imaginé par Patrick Valentin, qui est un militant d'ATD Quart Monde, l'association qui lutte contre la pauvreté et la précarité en France. Donc l'idée de Patrick Valentin, c'était plutôt que de dépenser de l'argent pour aider les chômeurs de longue durée, il valait mieux, alors il y a un mot dans le jargon, il valait mieux activer ces dépenses pour créer de l'emploi. Voilà. Donc plutôt que sur des dépenses passives, les activer pour créer de l'emploi. Donc avec ATD Quart Monde, Patrick Valentin a calculé qu'un chômeur de longue durée, ça coûte à peu près 18 000 € par an à la France. Alors là-dedans, évidemment, rentre le RSA, par exemple, ou des résidus de chômage. Évidemment, on se dit, ça ne fait pas 18 000 €, mais en fait, ils ont intégré tout ce qu'on appelle les externalités négatives, dont on ne tient jamais compte, en fait, dans le calcul, les calculs qui sont faits, et notamment dans le domaine social. Hein. Donc, parce qu'en fait, un chômeur de longue durée, on le voit très bien dans le film, d'ailleurs, eh bien, en général, il va mal. Alors, il est peut-être alcoolique, on le voit dans le film, où il prend beaucoup de médicaments, ses enfants ne vont pas bien. Donc, c'est tout un ensemble de dépenses, finalement, que la France tombe malade plus facilement. Donc, des dépenses qui coûtent de l'argent à la France, si on veut par là. Voilà. Et donc, puis, il faut aider quelquefois pour les déplacements, pour aller à des entretiens d'embauche. Il y a un tas de petites dépenses. Voilà, tout à fait. Donc, ils ont amalgamé tout ça et ils sont arrivés donc, au chiffre de 18 000 €. Donc, l'idée de Patrick Valentin, c'était de décrocher une loi qui permette de transférer cet argent par équivalent temps plein, donc 18 000 €, des différents services de l'État qui sont sollicités dans toutes ces démarches, et vers ce qu'on appelle, c'est un nouveau concept, mais il faut prendre date, une entreprise à but d'emploi. Alors comme son nom l'indique, c'est une entreprise dont le but c'est d'employer les gens d'abord. D'abord on embauche les gens et ensuite on cherche du travail. Donc elle marche à l'envers, mais en fait vous verrez avec le film qu'on comprend que c'est eux qui remarchent à l'endroit. C'est ça. Effectivement. Voilà. Alors moi j'ai filmé pendant 3 ans et demi. J'ai découvert cette initiative tout à fait par hasard parce que j'étais à la fin de l'année 2014. Je suis allé présenter Sacrée Croissance, qui était le dernier film que je venais de réaliser pour Arte, dans un cinéma dans l'ouest de la France. Et à la fin, il y avait un débat. Il y avait un militant d'ATD Quart Monde qui est venu me voir. Parce que c'est déjà un film sur des alternatives positives, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Tout à fait, c'est Sacrée Croissance. Donc, questionne le dogme de la croissance illimitée, la croissance de la production, de la consommation comme moteur de l'économie, en se demandant si c'est bien raisonnable de continuer avec ce paradigme quand on sait que les ressources de la planète sont limitées et que sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons a aussi atteint un point de saturation. Qui devient très visible depuis peu de temps, mais de façon criante. Voilà, le dérèglement climatique, mais aussi l'extinction de la biodiversité, la pollution sous toutes ses formes, on ne va plus respirer dans les villes, enfin, l'eau est polluée, les aliments sont pollués, enfin, etc., etc. Donc, Sacrée Croissance, alors donner la parole évidemment à des experts qui expliquaient que vraiment la croissance, ce n'était pas la solution, mais le problème, mais aussi investiguer toutes les alternatives. Et donc, essayer de dessiner ce que pourrait être une société débarrassée de l'obsession de la croissance illimitée. Et quel serait le paradigme ? Eh bien, le paradigme qui est proposé par un certain nombre de penseurs, des économistes, des sociologues qui travaillent sur cette question, c'est le concept de post-croissance. Voilà. Un terme que je préfère pour ma part au mot décroissance parce que je trouve ça moins négatif. Et voilà. Post, on passe à autre chose autour de la page. Donc voilà, Sacrée Croissance, je présente ce film. Et là, ATD Quart Monde, donc ce militant me dit est-ce que tu as entendu parler de cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée ? Parce que toi, tu es déjà dans l'investigation des alternatives. C'en est une.
Alors voilà, bon non, je n'avais pas entendu parler de cette histoire, et j'apprends qu'il y avait 4 villes qui à l'époque étaient volontaires pour soutenir ce projet, c'était qu'un projet à l'époque, dont la ville de Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Et là, je me suis dit, cette idée est géniale. En fait, ça me paraissait tellement du bon sens, quoi. Donc c'était en même temps un pari fou parce qu'il fallait une loi. Enfin, en fait, moi, heureusement que j'ai ma petite maison de production et qu'on peut décider de se lancer dans une affaire pareille parce qu'en fait, quand on y réfléchit, ça aurait très bien pu... Oui, c'était un billet open. Là, vous démarriez sans savoir quand vous ferez le clap de fin. Ah oui, puis même, je ne savais même pas. D'ailleurs, au début, je suis allé voir France Télévisions qui m'a dit si tu n'as pas de loi, tu n'as pas de film. Mais oui, je dis, mais en même temps, si la loi passe et qu'on ne filme pas dès maintenant, c'est dommage. Oui, c'est bref, donc on décide de partir et de filmer, ce qui était quand même un énorme risque. Donc là, on est en 2015. Voilà, début 2015. Je commence tout de suite. Alors, je choisis Mauléon parce que je suis originaire des Deux-Sèvres. Et comme je me suis dit, donc, l'histoire n'a d'intérêt. Que si je peux filmer dès maintenant les chômeurs de longue durée, le pari étant que si l'entreprise se crée, ils vont se transformer. Et c'est miracle parce que bien sûr qu'ils se transforment, c'est extraordinaire. Mais c'était clair que pour moi l'histoire elle commençait dès le départ. Comment ces chômeurs vont se mobiliser, vont s'inscrire dans une dynamique territoriale pour aller à Paris, pour que la loi passe, etc. L'idée étant de filmer tout de suite les chômeurs et les chômeuses de longue durée. Évidemment, quand on est dans cette situation-là, on n'aime pas les caméras, ce qui est assez logique. Et je me suis dit, comme je suis très connue dans les Deux-Sèvres, j'ai gagné du temps et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que le maire de la commune m'a tout de suite très bien reçu, m'a dit Marie-Monique, on serait ravis que tu sois avec nous. Et on a fait une réunion de tous les chômeurs qu'ils avaient déjà contactés. On leur a passé l'un de mes films, voilà. Et j'aurais dit maintenant, j'aimerais bien vous filmer dès maintenant. Alors c'était la période où ils étaient en train de recenser tous les chômeurs de longue durée du territoire, plus de 200 à l'époque, et de les recevoir un à un pour des entretiens individuels, pour savoir ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils aimeraient faire, etc. Et moi j'ai pu filmer tout de suite. Et c'est ce qui fait à mon avis la force du film, parce que je les accompagne pendant 3 ans et demi et on voit leur transformation devant la caméra. On n'a pas besoin de parler, ça se voit. D'autant plus que pour la version cinéma Nouvelle Cordée, j'ai décidé que ce seraient eux, les anciens chômeurs, qui raconteraient leur histoire. Donc ils parlent aujourd'hui d'eux, il y a 3 ans, où ils allaient très mal et n'ont plus la même tête. Oui, puisque ça commence où ils donnent chacun depuis combien de temps ils sont sans emploi. Combien de temps ils ont été au chômage, parce qu'ils parlent aujourd'hui. Oui. J'ai été au chômage au 3 janvier 2017, ils terminent tous comme ça, parce qu'en fait l'entreprise finalement a été créée le 3 janvier 2017. Vous êtes depuis le début de votre carrière engagé pour les droits humains, vous vous sentez révolté lorsque ces droits sont bafoués. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé aux droits humains au point de vouloir les défendre aussi longtemps avec votre activité professionnelle ? Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue ? Est-ce que c'est un événement précis dans votre vie ou un environnement Moi, je n'étais pas du tout destinée à être journaliste, a priori, parce que je suis née sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson de Claude Nougaro. Mais j'avais des parents qui étaient très investis dans le monde, alors par le biais d'un engagement catholique après le Vatican II, d'engagement social de l'Église, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Ils n'ont pas arrêté de me dire qu'on pouvait changer le monde, donc ça fait... Vous y avez cru. Ça laisse des traces, ça laisse des traces, voilà. Et puis, ils étaient donc très sensibles à la question des droits humains, et voilà comment... La première manifestation que moi j'ai faite, c'était en 1973, après le coup d'État au Chili. Pourtant, on appartenait dans les Deux-Sèvres, vous voyez, on est très loin du Chili. Il n'y avait pas de réfugiés latino-américains là-bas, mais par l'intermédiaire d'un professeur, et mes parents, donc très sensibilisés à tout ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 70, avec toutes les dictatures partout. Donc voilà, il y a eu tout un ensemble d'événements dans ma vie qui a fait que finalement, ce métier était fait pour moi. Voilà, ça vous a semblé naturel. Voilà, oui, tout à fait. Alors pour revenir à Nouvelle Cordée, ce que je trouve intéressant en fait dans cette initiative et que vous montrez très bien dans Nouvelle Cordée, c'est qu'il y a quelque chose de réellement créatif en amont de la conception de ce projet, parce que c'est une approche qui s'est émancipée de notre façon traditionnelle d'envisager le travail. Il est temps, à mon avis. Donc aussi émancipé aussi de la façon de penser, d'envisager l'entreprise, d'envisager l'aide au retour à l'emploi. Comme les salariés d'ailleurs le ressentent et l'expriment devant votre caméra. C'est une nouvelle façon de penser tout ça qui pourrait peut-être, on ose en rêver, en tout cas en ce qui me concerne, qui pourrait peut-être préfigurer un nouveau modèle de société. Vous qui avez été en immersion au cœur de cette expérience humaine et de ce
positif. Et par rapport à tout ce que vous connaissez déjà de par vos enquêtes depuis des années dans des secteurs économiques, environnementaux et sociaux, de tout ce que vous avez dénoncé, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, particulièrement novateur dans cette expérience ? Alors, c'est une expérimentation, le terme est vraiment important, parce que pour ATD Quart Monde, c'était clair qu'il fallait expérimenter. Donc ça veut dire on a une idée, on se bat pour obtenir les moyens de la réaliser, ce qui a été le cas. Donc finalement, la fameuse loi qui permettait le transfert des 18 000 euros dont j'ai parlé tout à l'heure, finalement a eu lieu, la loi est passée fin 2015 et début 2016 au Sénat, à l'unanimité des deux chambres, ce qui est quand même assez rare. Tous les groupes ont soutenu. Donc c'est une expérimentation qui a lieu sur 10 territoires, dont la ville de Mauléon. Et donc l'idée, c'est on transfère l'argent qu'auraient coûté les chômeurs si on avait continué à faire comme avant, et on crée de l'emploi. Alors avec une condition très, très, très claire, il ne faut pas que les activités développées par l'entreprise à but d'emploi rentrent en concurrence avec l'économie dite classique. D'accord ? Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, on voit qu'il faut être très vigilant là-dessus. Et ce qui est assez étonnant, d'abord, c'est que dès le départ, après avoir été recensé, entre guillemets, c'est-à-dire tous les chômeurs réunis, est-ce que vous voulez faire partie de cette expérimentation, oui ou non, l'entreprise est créée, et ils vont finalement découvrir, et moi aussi d'ailleurs, que partout dans le territoire, c'est la ville de Mauléon avec 6 communes associées, c'est à peu près 8 000 habitants, c'est un secteur plutôt rural, dans le nord des Deux-Sèvres. Et bien là, mais dans d'autres territoires, c'est pareil, il y a plein de besoins non satisfaits, qui sont de tout ordre, donc aussi bien l'aide à la personne, les personnes âgées par exemple, aussi le recyclage. C'est extraordinaire de découvrir que finalement, aujourd'hui en France, quand on change des fenêtres, y compris en bois rare pour du triple vitrage, qui est largement encouragé et tant mieux, eh bien les artisans ne recyclent pas les fenêtres, ils les broient et les enfouissent. Donc eux, par exemple, dans l'entreprise à Mauléon, ils vont passer un accord avec tous ces artisans pour récupérer ces fenêtres et justement recycler. Donc, aussi bien le bois quand c'est du bois, le verre, l'aluminium, le PVC, etc. On découvre aussi que les palettes, fameuses palettes, qui servent à transporter, souvent à mono-usage, dans le jargon on dit ça, eh bien c'est pareil, elles sont broyées et enfouies. Et c'est des tonnes et des tonnes de palettes enfouies partout en France. Ou qu'une entreprise qui fait des chemises haut de gamme, qui a des résidus, des petits morceaux de tissu mélangés avec du plastique et du papier, eh bien elle enfouit tout ça. Donc voilà, le recyclage, activité extrêmement importante pour cette entreprise, mais aussi tout ce qui est évidemment aménagement des espaces, verts, l'environnement, etc. Mais on voit qu'il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas rentable. Dans le modèle dominant, ce n'est pas rentable de le faire, et donc c'est pas fait. Donc ce qui est assez étonnant, alors déjà d'un point de vue économique, c'est de voir que finalement au bout de 3 ans, de création de l'entreprise. Alors aujourd'hui, l'entreprise a embauché 90 chemins longue durée. Moi, quand je finis le film, ils sont à 72. Oui. Et maintenant, ils sont à 90. Ils se posent déjà des questions d'ailleurs sur le fait que ça grossisse, oui, comment gérer ensuite tout ça. On va en parler. Oui, évidemment. Eh bien, ils ont trop de travail. C'est-à-dire qu'il y a tellement de besoins non satisfaits qu'ils sont débordés de travail. Alors, ça, c'est la première chose. Et puis, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, alors, d'un point de vue humain, c'est extraordinaire. Pour moi, même moi qui fait quand même 4 ans maintenant, plus de 4 ans que je suis cette histoire. J'ai monté 2 films pour la télé, pour le cinéma, je connais par cœur. À chaque fois, ça m'émeut, Ça m'émeut, vraiment. Encore hier soir, j'étais à une projection à Bourg-en-Bresse. J'ai regardé le début et la fin parce qu'il y a la force quand même. Mais quand même, à chaque fois, je suis encore très émue, C'est-à-dire que moi, j'ai connu des hommes et des femmes qui ne parlaient pas. Alors, je pense à 2 particulièrement. Philippe Gabé, qui était vraiment le souffre-douleur de la... Les gens s'en rendent compte maintenant aussi. Donc quelqu'un qui a une enfance très difficile, beaucoup de problèmes. Le cassos, comme on dit. Lui-même, il dit on me prenait pour un cassos. Mais je ne suis pas un cassos, moi, j'aime travailler. Et donc, moi, quand j'ai commencé à tourner, j'avais évidemment demandé à chacun, ceux qui ne veulent pas être filmés, merci de me le dire. Vous pouvez changer d'avis. Mais voilà, alors lui m'avait dit, tu peux me filmer, mais je ne parlerai pas. D'accord, tu ne parleras pas, Philippe, pas de problème. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'arrivais à Mauléon, je le croisais, je disais bonjour Philippe, et il me disait merci. J'ai dit pourquoi tu me dis merci? Parce que tu m'as dit bonjour. Donc, vous voyez, voilà. Et un jour, au bout de 2-3 ans de tournage, peut-être 2 ans et demi, je ne sais plus, il vient me voir et me dit bon, j'ai bien réfléchi maintenant, je veux parler. C'est extraordinaire, ce personnage est absolument extraordinaire. Il s'est mis à parler, ça, c'est incroyable. J'ai vu des gens alcooliques qui ont le courage d'en parler. Voilà. Un autre Philippe d'ailleurs, qui grâce à cette entreprise, et Dieu sait qu'il y a eu des hauts débats, parce qu'on les voit dans le film, c'est pas
On voit les hauts, les bas, les tensions, enfin, etc., les difficultés de chacun, de la reconstruction. Enfin, vraiment, Philippe, et l'autre Philippe, donc, qui est absolument extraordinaire. Voilà, j'ai vu des gens malades, qui bouffaient des médicaments, qui étaient déprimés. Sébastien Exacan, handicapé à cause d'un accident du travail. 7 ans de chômage, un type extraordinaire, qui sait tout faire. Enfin, et puis, qui ont créé l'entreprise véritablement, quoi. C'est-à-dire, ils ont cherché toutes ces activités, donc on appelle ça les petits travaux utiles. Pas petits parce que c'est méprisant, c'est petits parce que c'est... On ne peut pas prendre la place d'un autre, enfin, on ne peut pas prendre la place d'une entreprise ou d'un salarié, donc voilà. Donc ce sera des niches toujours, mais il y en a plein de niches. Hein. Et ils ont développé tout ça et ça marche, et ils se sont transformés, ils ont créé cette entreprise. Et alors, ce qui est pour moi encore plus... Alors je dis ça souvent en rigolant dans les projections, mais c'est la vérité. Moi, je suis une écolo revendiquée. Oui, on le sait pour ceux qui vous connaissent un peu. Et donc voilà, et j'ai évidemment jamais parlé avec eux d'écologie parce que moi je suis là pour filmer et puis on parlait. Oui, et c'est très présent en fait. Mais en fait, ils deviennent tous écolos. Oui, mais ils ne deviennent pas écolos dans le sens idéologique. Oui. Parce qu'ils se rendent compte qu'on enfouit ce que j'ai dit tout à l'heure, les fenêtres. Mais nous aussi, du coup, avec le film, en tant que spectateur, il y a quand même. Et plus on avance en ce moment, plus on découvre tout un tas de choses, que ce soit dans la production, c'est-à-dire en amont de ce qu'on consomme, ou que ce soit après, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on ne s'est jamais posé de questions. On ne s'est pas posé de questions de où ça vient, nos vêtements, comment c'est fait, qui les fait, à quel prix, en étant traité comment. Vous avez vu, ils font du tri des vêtements qu'on jette. Et tout ce qu'on jette. Et puis, par exemple, comme ils étaient donc tous très très précaires, avec la plupart disent que le 15 du mois, il n'y avait plus rien. Donc, plus rien du tout. Hein. Donc, on mangeait des pâtes jusqu'à la fin de la fin. Bah, c'est le lot commun de voilà. Et évidemment, manger bio, pour eux, c'était même pas imaginable. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Et aujourd'hui, ils ont leur jardin partagé. Et ils ont découvert les tomates bio. C'est quand même bien meilleur que quand on mangeait des tomates, je ne sais pas, qui venaient, je ne sais pas où. Enfin bref, du supermarché du coin. Et donc, ils ont appris à manger sainement. Mais c'est extraordinaire. Ils vous parlent d'économie. Et sans forcément que ça coûte très cher. Mais non, parce qu'ils le font eux-mêmes. Ils vous parlent d'économie circulaire, des chômeurs de longue durée. Ils avaient tous entre 4 ans et 5 ans de chômage. Hein. Ils vous parlent de nouveaux modèles économiques et écologiques, qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça détruit les ressources, comme ça détruit les humains. Ils en sont la preuve. Vous savez, il y a 3 raisons principales qui font qu'on peut, n'importe qui, tomber dans la spirale du chômage de longue durée. Les accidents du travail. Et c'est absolument incroyable de voir à quel point le travail détruit les gens qui le font. Après, ils sont jetés comme des déchets, hein, comme le disent eux-mêmes. Des corps jetables. Oui, des corps jetables. Et des corps brisés, cassés. Enfin. Après, il y a les accidents de la vie, évidemment. Il y a un exemple dans le film d'un papa qui avait 2 petites filles, dont la femme est décédée d'un accident de voiture. Il s'est retrouvé tout seul. Et donc, accident de la vie qui fait qu'évidemment, grosse dépression, etc. Il ne peut plus faire son métier de routier, enfin... Et puis les accidents de la route. Impressionnant aussi le nombre d'accidents de la route. Voilà, c'est en gros les 3 grandes raisons qui vont faire qu'on bascule dans cette spirale complètement infernale. Et bien malgré tout ça, parce qu'il faut voir un peu ce qu'ils ont vécu, de mépris, d'abord on voit comment ils retrouvent la dignité. Et le collectif est absolument capital, la solidarité que permet de développer cette initiative entre eux, enfin, etc. C'est magnifique, vraiment. Ils retrouvent bien sûr la dignité et ils deviennent donc des experts de leur outil de travail qu'ils ont construit. Et ça, franchement, c'est magique. Hein. Et la bonne nouvelle, parce que ça se passe finalement en 3 ans. Donc cette capacité de résilience qu'ils ont, c'est-à-dire après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, c'est par quoi ils sont passés, de voir comment finalement ils rebondissent et ils sont capables de faire ce qu'ils font, est absolument extraordinaire. Alors c'est vrai que moi, il se trouve qu'il y a 2 jours, je suis allé voir le dernier film de Ken Loach, Sorry We Missed You, donc sur l'ubérisation de la société. Alors là, hier soir d'ailleurs à la projection, il y a 2 personnes qui l'ont dit, nous on a vu il y a peu de temps comme moi le film de Ken Loach et on voit votre film. C'est 2 modèles, bah oui. Alors dans le modèle évidemment de l'entreprise à but d'emploi, c'est l'humain qui est placé au cœur du dispositif économique. Et ce qui fait d'ailleurs que du coup, tous ces salariés travaillent dans l'optique de rendre service. Et je ne sais pas combien de fois ils le disent dans le film. Oui. Nous, on rend service, ça a du sens. Alors, la notion du sens au travail aussi, évidemment, mais la notion de service, absolument importante, quoi, capitale. Et évidemment, vous comparez avec le dernier Ken Loach, c'est l'inverse. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Dominique Méda qui vous avait remis là. J'ai vu qu'elle elle vient d'écrire un livre en co-auteur sur, je crois, l'ubérisation, justement, sur les entreprises qui jouent sur l'ubérisation. Ah oui, c'est peut-être le dernier livre. Là, je viens juste de voir passer sur le net. J'ai vu le nom que j'avais entendu parce qu'elle était intervenue dans une émission que vous aviez fait sur France Culture. Oui, elle avait été invitée. J'ai écouté ça et après, c'est
c'était mon invité surprise dans l'émission Voilà, de Cause à effet oui. sur France Culture, tout à fait. Alors, en vous écoutant en parler de ce film Nouvelle Cordée dans vos interviews, depuis que vous préparez la sortie du film, et puis aussi pour la version précédente pour M6, ce qui m'a frappé, c'est que autant, puisque je vous ai vu et entendu sur des films précédents que j'avais suivis déjà, et ce qui m'a frappé, c'est que autant on a pu sentir votre révolte lorsque vous vous exprimiez encore aujourd'hui sur des sujets de droits humains ou d'environnement, ou sur votre grande amie Monsanto et le glyphosate et le Roundup et tout ce qui va avec. Donc autant on peut entendre vraiment et ressentir votre colère, et autant ici, dans toutes les interviews que j'ai écoutées, on sent la même énergie lorsque vous en parlez, mais avec de l'espoir et de l'enthousiasme vraiment. Et l'espoir dans le domaine du chômage de longue durée, ça fait quand même assez longtemps qu'il a disparu des viseurs. Hein. Donc il y a quelque chose de vraiment enthousiasmant dans cette expérience qu'on sent à travers votre film et à travers vous-même qui l'avez vécu lorsque vous en parlez. Là, vous avez fait beaucoup d'avant-premières. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est communicatif? Est-ce que le public le ressent aussi? Est-ce que les politiques qui sont autour ont connaissance du film, le ressentent? Parce que j'ai entendu il y a quelques jours que c'était pas bien clair si ça allait être prolongé ou pas. Il y avait eu des petits dérapages. J'ai entendu ça la semaine dernière, alors, qu'il y avait un peu de tension. Ah ben c'est plus que ça. En fait, donc il y a une première loi qui est passée donc 2015-2016, hein, 10 territoires, 5 ans, c'est ça, voilà. Ensuite, qui dit expérimentation dit évaluation. Il y a déjà eu des évaluations intermédiaires. Là, on attend 2 rapports importants. Les premières évaluations ont montré que finalement, toutes les entreprises qui avaient été créées dans les 10 communes partenaires avaient réussi à dégager l'équivalent de 5 000 € par équivalent temps plein, parce que vous savez, donc il y a 18 000 €, mais pour avoir un SMIC, c'est 23 000 €. Donc ça, ils y sont arrivés uniquement par les prestations qu'ils rendaient à leur territoire. Donc ça tourne. Et facturé, prestations facturées. Ça tourne. Et ensuite, ils ont calculé, parce que c'est Louis Gallois qui préside avec Laurent Grandguillaume, le député qui a été à l'origine de cette initiative au départ, l'Association des territoires zéro chômeur, et ils ont calculé que ces nouveaux salariés qui maintenant cotisent vont chez le coiffeur, parce qu'ils vont toucher le coiffeur. Dès qu'ils signent leur contrat à durée indéterminée, la première chose qu'ils font, ils vont chez le coiffeur, qui vont en vacances, achètent des scooters, je ne sais pas quoi, ils ont rapporté 18 000 € à la France. Donc, d'un point de vue financier, on peut dire que c'est une opération blanche. Enfin, voilà. Oui. Donc ça, c'est une chose. Alors après, il faut une deuxième loi. C'est ce qui était prévu dans le cadre de la première loi. Donc, évaluation, deuxième loi pour étendre le dispositif. L'expérimentation, toujours, à plus de territoires pour affiner qu'est-ce qui marche pas. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une expérimentation. Et là, on attend, en fait. Ça fait 1 an qu'on attend, de nouveau. Parce qu'en fait, M. Macron, le président, avait annoncé lors de la présentation de son programme de lutte contre la pauvreté, en septembre l'année dernière, il y a 1 an, qu'il allait soutenir le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée. Et depuis, ça ne bouge pas. Apparemment, Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail... oui, c'est elle que j'ai entendue sur France Inter. Oui, elle a été interviewée sur ce sujet-là il y a quelques jours. Voilà, alors elle était pas encore très convaincue. On a appris aussi que M. Jean-Marc Borrello, qui dirige le groupe SOS, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, qui est proche de la République En Marche, fait du lobbying contre aussi, donc c'est pas du tout gagné. En fait, toute l'inquiétude d'ailleurs des salariés de Monéon. Mais alors, quels arguments ils ont pour faire du... Parce qu'en fait, donc évidemment, moi, quand j'ai vu votre film, et que je me suis dit... Bon, est-ce qu'il n'y a pas un parti pris dès le départ? Est-ce qu'elle n'est pas tombée sur la bonne expérimentation qui a marché, tout ça? Donc forcément, je suis allée voir des reportages sur les autres expérimentations. En fait, c'est extrêmement positif. Partout. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais partout, c'est positif. Globalement, il y a beaucoup plus de positifs que de choses qui ne vont pas pour l'instant. Et on sait qu'il y a une marge de manœuvre de progression, d'amélioration et tout ça. Donc comment on peut justifier, puisque ça ne fait pas perdre d'argent? Qu'est-ce qui justifie qu'ils puissent être contre? Alors voilà. Alors ça, c'est une question que j'aimerais bien que vous posiez directement à Mme Pénicaud. Alors, il y a des tentatives d'explication que je vais vous livrer, elles valent ce qu'elles valent. La plus cynique, disons-le, ça serait de dire, dans le domaine économique dominant, on a besoin de gens extrêmement précarisés, qu'on jette comme des malpropres, et on a besoin de ce fonds de roulement. Et qui fait fonctionner une autre économie qui fait qu'on a besoin... les formations qui ne servent pas à grand-chose et tout ça. Merci, voyez, et qu'on peut utiliser, qui sont prêts à tout pour... ça serait une première option. Après, il y a des freins qui viennent... je les ai vus déjà à l'œuvre pour la première loi. En fait, ça a mis quand même 2 ans, la première loi, qui viennent de tout le secteur de la réinsertion. C'est un vrai business, il faut dire les choses. Par Pôle emploi, par l'État, pour faire de la formation. Tout à fait. Oui, ou des chantiers d'insertion par l'activité économique, ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, l'IAE.
c'est plein d'entreprises qui font ça, hein, et qui en vivent. Alors moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et ça fait partie de l'évaluation, ça d'ailleurs. Alors ce que je sais aussi, c'est que les salariés de l'ESIAM qui sont dans mon film, ils sont tous passés par des chantiers d'insertion. Un chantier d'insertion, ça veut dire que vous avez un contrat, un CDD, d'1 an, maximum 18 mois, et après vous retombez dans la précarité. Le taux d'embauche en CDD derrière, c'est de 40% maximum, et en CDD. Donc, voilà. C'est pas très concluant. Je ne dis pas qu'il faut... Oui, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent, mais il y a la place pour autre chose. Voilà, ça ne fonctionne pas assez pour qu'on piétine ce qui émerge Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises à but d'emploi, elles embauchent tous ceux qu'ils désirent, à condition d'être au chômage depuis plus d'1 an, depuis 6 mois sur le territoire. Il et elles sont embauchés en contrat à durée indéterminée, et pour tous, évidemment, c'est la sortie du tunnel. Bien sûr. Parce que c'est ça qui permet de se reconstruire. Oui. Le contrat à durée indéterminée, vous voyez, de se dire, voilà, qui est tellement ça y est, je peux avoir un appartement, ou je peux n'importe quoi, enfin... Même un petit prêt pour le permis de conduire, voilà. la voiture. Et sinon, ce n'est même pas la peine. Et voilà. Donc c'est le CDI qui fait la différence. Alors, quant à la réaction dans les salles, alors moi je suis très heureuse de ça, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, moi cette histoire m'a beaucoup émue, même transformée. Hein. Oui. Et si vous parliez avec mon caméraman et mon ingénieur du son, avec Guillaume et Marc, qui étaient avec moi pendant tout ce tournage, et en même temps on faisait le round-up face à ces juges, et en même temps on faisait Qu'est-ce qu'on attend. Donc c'était vraiment 3 thèmes, 3 films très différents. On passait de l'un à l'autre sans arrêt. Et plus on progressait, plus on se disait, mais c'est incroyable. Et on voyait, quoi, on le filmait. Tous les 3 mois on rentrait, et c'était incroyable, quoi. Enfin, voilà ce qui se passait, quoi. C'est vraiment la preuve par l'image. D'ailleurs, on s'étonne que ça n'a pas été plus fait. Ouais. Et c'est ça qui touche énormément les gens. Parce que moi j'ai vu des salles, il y a des gens qui pleuraient en fait, carrément, tellement ils étaient émus. Parce qu'à la fin c'est émouvant, hein, on voit, ils imaginent que si ça fermait l'entreprise, s'il n'y a pas une deuxième loi, elle ferme dans 1 an et demi. Hein. Il n'y a pas une deuxième loi, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et pour eux, ça serait d'une cruauté incroyable si ça ne s'était pas prolongé, cette expérimentation. Et les gens sont très émus. Certains m'ont dit, on se disait, bon... en fait, vous savez, Les Chemins de longue durée, c'est vraiment Les Invisibles. C'est le nom d'un autre film qui était un très beau film d'ailleurs. Vous savez, ce film avec ces femmes précaires, enfin... Voilà. En tout cas, c'est vraiment Les Invisibles. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je le trouve extraordinaire, parce que moi, le pari de me dire je vais leur faire raconter l'histoire, c'était un pari risqué aussi. Hein, parce qu'on a fait un studio, vraiment un studio, comme un studio de cinéma, quoi. Ils sont venus à la fin du tournage du live, hein, et je leur ai fait raconter l'histoire dans un studio avec 2 caméras, éclairage, et je ne voulais pas du tout apparaître, à la différence de la version télé, où il y a du commentaire, etc. Là, pas de questions, pas de commentaires, c'est eux qui parlent, et donc il faut que tout soit compréhensible, et ils sont arrivés parfaitement. Voilà, et ça touche beaucoup, beaucoup les gens. Et certains me disent, vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça, parce qu'en fait, souvent, les gens ont un petit peu peur de se dire, ça va être lourd. Pas lourd du tout. Ah non, au contraire, c'est réjouissant. C'est réjouissant. C'est réjouissant, et puis en plus, on voit bien que même si on pouvait suspecter un réalisateur, une réalisatrice, à un moment d'avoir voulu, quelquefois, on se pose cette question, on se dit oui, mais peut-être que dès le départ, ils voulaient vraiment que ça ait cette allure-là, que ça ait l'air positif. Mais là, en fait, on voit leur transformation vraiment, quoi. On voit que c'est complètement en dehors de ce que vous pouvez souhaiter ou dire. Voilà, c'est ça, on le sent vraiment. Vous, à titre personnel, vous avez réalisé donc de nombreux documentaires, on en a parlé, dans lesquels vous dénonciez des violations des droits humains. Torture Made in USA, Le Monde selon Monsanto, Escadron de la mort, L'école française, Voleurs d'organes, pour ne citer que quelques-uns, parce qu'il y en a eu des dizaines. C'était des sujets lourds dans l'ensemble. Et depuis quelques années, vous semblez vouloir mettre de plus en plus le focus sur des initiatives donc positives, des réussites, des alternatives à tout ce que vous avez dénoncé, à tout ce qui va mal dans nos sociétés. Est-ce qu'il y a personnellement un changement de trajectoire? Est-ce que vous avez décidé de regarder un peu plus le verre à moitié plein maintenant? Est-ce que vous pensez que pour faire évoluer la société, c'est aujourd'hui plus approprié peut-être de aussi montrer ce qui peut permettre de changer, de construire un monde meilleur, pour partir de vos idéaux de jeunesse? Moi, mon modèle, c'est Albert Londres, donc, qui était un journaliste français qui est considéré comme le père du journalisme d'investigation, qui a dit cette phrase: notre mission, ce n'est pas de faire du tort, ni de faire du mal, c'est de mettre la plume dans la plaie. Alors moi, je mettais la plume dans la plaie, ma caméra dans la plaie, ma plume aussi, parce que j'écris des livres, et pensant que la presse, c'est véritablement un 4e pouvoir, c'est-à-dire que je rappelle souvent que quand on dit que la presse est un 4e pouvoir, on se rappelle que les 3 premiers, évidemment, c'est le pouvoir
judiciaires, législatifs, etc., et qui sont censés œuvrer pour l'intérêt général. Donc nous, si on est le quatrième pouvoir, on est aussi censés œuvrer pour l'intérêt général. Je rappelle ça parce qu'on l'oublie beaucoup, et on fait une grande confusion entre la communication et le journalisme. Ce sont deux métiers différents. Voilà. Et donc, nous, si on travaille pour l'intérêt général et qu'on met la plume dans la plaie, évidemment, on dénonce les dysfonctionnements, on soutient les lanceurs d'alerte. On devrait tous soutenir les lanceurs d'alerte, les journalistes, pour participer au débat, pour donner des éléments, pour que les citoyens puissent agir, voilà. Sauf que tout ça tient bien la route tant qu'on n'a pas le dérèglement climatique. Et pour moi, je vais vous dire, franchement, j'ai compris vraiment ce qui se préparait là, en 2011. Et lors d'un tour du monde je faisais pour réaliser le film Les Moissons du Futur, où je suis allée au Malawi, pour énorme problème de sécheresse, famine, parce que la saison des pluies est de plus en plus courte. Je suis allée au Mexique et en Californie. Au Mexique, c'était des dizaines de milliers de têtes de bétail qui mouraient, une sécheresse énorme. En Californie, ils ne savent toujours pas d'ailleurs s'ils vont sauver leurs arbres. Et là vraiment, je me suis dit, mais bien évidemment que je suis entendu parler du dérèglement climatique, mais là, j'ai passé 6 mois là-dessus, quoi. Vous l'aviez sous les yeux. Ah oui, j'avais sous les yeux. Puis là, et puis de façon plus... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours eu tout ça, mais maintenant, il y a un dérèglement qui est déjà irréversible et qui est dans des proportions qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et ça, c'était à 8 ans. Aujourd'hui, vous pouvez encore imaginer comme c'est exponentiel, donc on voit bien que tout s'accélère. Et ça va s'accélérer parce qu'on est en train de passer des seuils qu'on ne devrait pas passer. Et c'est des petits dominos, là, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Donc là, ça m'a d'ailleurs même beaucoup déprimée. Je préparais aussi à l'époque... juste après ça, je préparais Sacrée Croissance et je faisais le tour de la planète avec tous ces experts qui m'expliquaient, experts du dérèglement climatique, experts du pétrole, experts des économistes, tous ces nuages énormes qui s'accumulent au-dessus de la tête de l'humanité. Et moi, je dis bien de l'humanité, pas de la planète, parce qu'il faut arrêter de dire qu'on va sauver la planète. La planète, elle va se sauver toute seule. Et je dis même que quand on ne sera plus là, elle va se dire, bon débarras, quel parasite. Parce quel que parasite. Le déclin de la biodiversité, tout ça, c'est nous. C'est nous, voilà, et ça s'adaptera, mais nous non, parce que, voilà. Alors, j'ai vraiment compris tout ça, et ça m'a déprimée, je vous dis franchement, mais très, très, très profondément. C'est-à-dire que, à l'époque, déjà, mon mari était mon producteur, j'ai dit, David, ça sert à rien de continuer à faire des films, de toute façon, c'est foutu, là, c'est plié, c'est foutu. Et bon, bref, il m'est arrivé toute une série d'histoires qui ont fait que, notamment la rencontre, tout à fait par hasard, avec Mathieu Ricard, qui a fait que je me suis dit, ok, je suis consciente et pleinement consciente de ce qui se prépare. Et maintenant, il faut... Et qu'est-ce qui fait dans la rencontre avec Mathieu Ricard que ça vous a donné envie de repartir à l'action ? Parce qu'en fait... vous auriez pu dire, je suis consciente, je reste chez moi. Non, en fait, il a dit une chose que j'ai trouvée très juste. Il se trouve que, donc, cette période où j'étais très déprimée, je reçois par la poste un livre, le livre qu'il avait fait sur l'altruisme, avec une dédicace. Il m'a dit le chapitre, je ne sais plus combien, c'est « J'ai tout pompé du monde selon Monsanto, merci à vous, je ne connais pas, mais vous m'avez beaucoup inspiré. » Bon, ça m'avait touché, évidemment. Je ne le connaissais pas encore personnellement, je savais qui c'était. Voilà. Et j'allais lui écrire pour le remercier, à son éditeur. Et là, je reçois un coup de téléphone de France Info qui me dit « On a Mathieu Ricard en studio pour parler de son livre. Il a le droit d'inviter la personnalité qui l'impressionne le plus en France. Et vous ?» Je dis « Franchement, d'accord. Est-ce que vous voulez bien participer à l'émission ?» D'accord, j'ai mis à la fin, je vais lui parler. Et bon, bref, toujours est-il qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était très amusant d'ailleurs. Il faisait une conférence à HEC. Tous les étudiants avec les tablettes et tout, et lui avec... Oui, c'est bien, il faut leur amener un peu autre chose. Orange avec ses sandales et tout ça, enfin bref. Et à la fin, donc on se retrouve dans sa loge et j'étais vraiment déprimée. Quand on est déprimé, on pleure tout le temps. Enfin, tout ce qui vous touche vous fait pleurer. Et je le vois, ça me touche, je pleure. Et il me dit, ça va pas, Marie-Monique? Je dis, non, ça va pas. Mais ça va pas du tout, puisque j'ai compris que, je suis pas sûre que l'humanité survive à ce qui est en train de se passer. Puis il me dit, voilà. C'est bien la preuve que vous l'avez compris. Parce que si vous l'aviez compris et que vous n'étiez pas déprimé, ça veut dire que vous ne l'auriez pas compris. Parce que quand on l'a compris, on ne peut pas faire autrement que déprimer. Ah, j'ai oui, vu comme ça, donc c'est normal que je sois déprimé. Oui, c'est normal, parce que vous avez vraiment compris. Tous ceux qui comprennent ça dépriment, me dit-il. Et moi, je passe mon temps, il passe son temps à voyager beaucoup. Enfin, c'était ça il y a donc 6-7 ans. Et donc, maintenant, après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant, avec cette connaissance. Et dépasser la déprime, que de toute façon, c'est même fait partie des choses inconcevables. C'est-à-dire, c'est pas de chance. Moi, je dis souvent dans les conférences, ça tombe sur nous, quoi, sur notre génération, quoi, sur nous. Et encore pire, sur nos enfants.
ben voilà, on est à un point de rupture inouï dans l'histoire de l'humanité. Oui, qu'on a même du mal à... C'est Même comme quand on pense à l'univers. Ah c'est non, tellement... ah oui, c'est très bon. Non, mais voilà, vraiment, c'est des choses tu on peux a pas, du mal on peut à... pas, Voilà. on peut pas. Donc, le cerveau voilà, donc un là, peu ben, petit. je me suis dit, si Albert Londres était là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Eh ben, il soutiendrait les lanceurs d'avenir, ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir. Et ça n'empêche pas que je continue de soutenir les lanceurs d'alerte. D'ailleurs, j'ai fait le round-up face à ces juges, qui est la suite du Monde selon Monsanto, mais à partir de là, j'ai donc fait, je fais des films qui investiguent les alternatives. D'autant plus qu'on a quand même un contexte politique, intellectuel très pesant, qui est, vous savez, les fameuses There is no alternative, il n'y a pas d'alternative de Mme Margaret Thatcher, qu'on nous rabâche à longueur de... Enfin, un peu moins qu'avant, ça commence un peu à changer, mais enfin, franchement... Oui, comme s'il suffisait de le dire pour que ce soit vrai. Voilà, donc moi j'investigue les alternatives. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Donc je fais tous ces films, et évidemment que Nouvelle Cordée fait partie de cette démarche de montrer qu'il y a d'autres modèles économiques possibles. Et là j'en suis vraiment convaincue. Au départ, ATD Quart-Monde, il lance une expérimentation pour voir comment réinsérer des gens qui sont, comme on dit dans le jargon, très éloignés de l'emploi. Tellement éloignés qu'ils sont décrochés, quoi. Oui, oui. Et c'est ça le but. Et c'est pas de se dire on va créer un nouveau modèle économique, mais c'est ça qui se met en place sous nos yeux. Exactement. Sous nos yeux. Ce que je trouve très intéressant, en fait, justement, c'est une expérimentation qui vraiment donne de l'espoir. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais là, on sent que ça pourrait être quelque chose de grande ampleur. Et en fait, l'idée vient de gens qui sont trempés dans la réalité. Ça vient pas des bureaux de gens qui gèrent l'argent public, ça vient vraiment du terrain, ça vient de personnes qui savent comment s'y prendre et peut-être qu'on devrait les consulter plus souvent. Vous avez souvent dit que vous souhaitiez que vos documentaires donnent envie aux gens de se mobiliser. Plusieurs de vos documentaires ont déclenché des prises de conscience et pour certains des mouvements de société. Je pense à justement en Amérique latine. Peut-être pas autant et pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ce film Nouvelle Cordée déclenche ou contribue à déclencher? J'aimerais vraiment... Alors, d'abord, j'espère qu'il va vraiment beaucoup circuler et que partout, les gens s'en emparent pour d'abord exiger cette deuxième loi dont on a besoin pour que non seulement soit prolongée l'expérimentation sur les 10 territoires déjà engagés, mais qu'on l'ouvre à d'autres territoires. Oui. Il y a 150 villes volontaires, au minimum, là, actuellement, et qui sont prêtes aussi à rentrer dans le dispositif pour l'expérimenter, et au final, que ce modèle soit évidemment étendu à tout le territoire français, quoi. Et ça, c'est quand même un signe fort, parce que ça veut bien dire qu'à partir du moment où des collectivités sont prêtes à changer leurs habitudes, ce qui est toujours très difficile quand même pour une collectivité, et que tous ces gens sont demandeurs, ça veut dire qu'à la fois ils ont des bons échos de ce qui existe déjà, et qu'en plus ils sont vraiment demandeurs de nouvelles alternatives qui fonctionnent mieux. Bien sûr. Voilà, et c'est vrai que ce qu'ils ont développé, c'est un modèle, donc... où on prend soin, c'est très intéressant parce que moi quand je fais des sacrées croissances, tous ceux les experts que j'ai rencontrés, les économistes qui travaillent là-dessus, par quoi on remplace la croissance si c'est plus le paradigme fondamental, hein, on s'en débarrasse, on remplace par quoi? Eh bien en anglais on parle de l'économie du soin, du care. Voilà, c'est l'économie du soin. Si vous lisez mon livre, vous verrez, il y a toutes les références sacrées croissances là, qui viennent de ressortir en poche. Voilà, c'est ça. Cynthia Fleury évidemment, mais il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a Judith Shore, enfin etc. Et c'est ce que je racontais déjà dans Sacrée Croissance, le film et le livre. Et là, j'ai vu ça à l'œuvre. En fait, ils prennent soin. D'ailleurs, la notion qu'ils ont développée, c'est au départ, quand ils essaient de trouver qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme activité, parce qu'on ne doit pas rentrer en concurrence, pas mettre au chômage des gens qui travaillent, parce que c'est pas le but, donc voilà. Et ils ont développé cette idée de conciergerie du territoire. Voilà, oui. Comme un concierge dans un immeuble, en tout cas autrefois, avant qu'on mette beaucoup de pression sur ces concierges qui font leur demander. Enfin, c'était quelqu'un qui prenait soin des habitants d'un immeuble et de l'immeuble. Voilà. Et qui faisait lien aussi. Qui faisait du lien, qui était vraiment des concierges très importantes dans un immeuble. On a supprimé ou alors ce qu'on leur fait faire maintenant, c'est terrible. Voilà. Qui avait un vrai rôle social. Eh bien, c'est ça que je vois en fait se développer à Mauléon. Et c'est ce qu'ils font. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, ils font des travaux qui sont des petites missions, comme ils disent. Hein. Certains travaux pourraient paraître difficiles ou pas très intéressants. Rébarbatifs. Mais en fait, comme dans l'entreprise, il y a une loi, une règle, on va dire, qui est la polyvalence. Tout le monde doit pouvoir faire de tout. Alors évidemment, quand on ne sait pas faire, on apprend, voilà. Mais parce que comme ce sont des petites missions, il est très difficile de faire travailler quelqu'un toute la semaine sur la même mission, parce que ce sont des niches, n'est-ce pas? Alors au début, évidemment, ils ne savent pas trop, et en fait, maintenant, ils sont très heureux de ça. Et moi, j'ai découvert, par exemple, que après un été, donc l'été 2017,
il y avait une réunion du comité local. Le comité local, c'est la structure locale qui réunit les chefs d'entreprise, les associations, les représentants de Pôle emploi, du département, de la région, et qui accompagne l'entreprise d'emploi, qui sélectionne ceux qui vont rentrer dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas embaucher tout le monde d'un coup, mais donc progressivement, et ensuite détermine quelles sont les activités qu'ils vont faire, en vérifiant qu'elles ne rentrent pas donc justement en concurrence avec l'activité économique locale, classique. Et donc, lors d'un comité local en septembre, le directeur de l'entreprise dit, voilà, pendant l'été, on a eu finalement beaucoup d'activités parce que nous avons été beaucoup sollicités par les EHPAD, les maisons de retraite. Oui. Et commencer dans les maisons de retraite. Il y a tellement de problèmes et tellement de besoins. Tellement de problèmes et tellement de besoins, beaucoup de personnel malade. Oui, là aussi, qui finit en dépression. En burn-out, voilà. Du coup, sous-effectifs, ceux qui travaillent, c'est des conditions terribles, pression énorme, etc. Alors évidemment, comme les gens des IAM, ils y vont 3 ou 4 heures, parce qu'ils remplacent des absents, des gens en vacances, et que de toute façon, c'est toujours 3 ou 4 heures, après on fait une autre mission. Ouais. Eh bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Eux, les pressions extérieures, aucune prise sur eux, parce qu'ils viennent de l'extérieur. Et les personnes âgées les adorent. Et donc, dans ce comité local, ils disaient, en fait, c'est très difficile de travailler dans une maison de retraite à temps plein, dans des conditions, enfin, celles qu'on connaît, oui, mais c'est dur. Et bien du coup, comme on sait qu'on va le faire que 3 ou 4 heures, eh bien ça change tout. Et du coup, ils disent tous, si on devait faire certaines missions uniquement à temps plein, ça serait rébarbatif, on n'aurait pas envie. Mais là, comme ça rentre dans un ensemble où on change de travail régulièrement, on passe à la couture. Mais surtout, ils choisissent de s'engager dans cette expérience, voilà. dans le EBE, c'est ça? Ouais, le BE, oui. C'est un choix, c'est eux qui l'acceptent. Ça change tout le rapport au travail. Ça change tout le rapport au travail. Et c'est vraiment donc... il y a un côté très, très révolutionnaire aussi, qui questionne donc, évidemment le sens du travail, à quoi ça sert le travail, et on distingue bien la distinction entre travail et emploi. Là, oui, ce que les sociologues ont écrit longuement là-dessus, entre le travail et l'emploi. Là, ils sont dans une conception du travail qui est très valorisante pour eux, et c'est indépendant des missions qu'ils réalisent, parce que je vous dis encore une fois, s'ils ne faisaient que ça à temps plein, payé au SMIC, ils trouveraient ça ennuyeux. Mais là, ce n'est pas ennuyeux, parce qu'en plus, il y a une dynamique collective de service au territoire qui fait que ça change tout. Et cette polyvalence qui, quelquefois, au début, c'est un petit peu difficile de sortir de sa zone de confort. Je pense à Pierrick, bon, lui, c'est la comptabilité. Au début, il veut rester là-dedans parce que, voilà, le temps de se... Et en fait, on se rend compte qu'après, ils se rendent compte que c'est vraiment une valeur ajoutée. Ça leur permet de s'enrichir de nouvelles compétences. Et lui, ça va même beaucoup plus loin, puisque au moment où, finalement, il va conduire le camion, alors que, normalement, il est derrière son ordinateur à faire la comptabilité... Moi, franchement, ça m'a ému, oui, presque aux larmes aussi. Ces passages où, en fait, je ne sais pas si on peut le dire, on peut raconter. Ah oui, bien sûr. En fait, il a perdu sa femme parce qu'un camion qui roulait beaucoup trop vite l'a tué. Alors, lui est rentré dedans et lui ne voulait pas reconduire de camion. Et finalement, un jour, il se trouve qu'il n'y a personne pour aller conduire le camion. Il accepte d'aller conduire le camion alors que lui, son truc, d'habitude, c'est la comptabilité. Donc déjà, ça lui fait sortir de la routine. Et après, il dit, c'est grâce à ça, c'est terrible à dire que j'ai tourné la page, mais c'est grâce à ça, puisqu'il était toujours évidemment dans ce deuil et cette souffrance. Et quand on est sans emploi, c'est difficile de tourner des pages, évidemment, puisqu'on ressasse toute la journée. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Et là, on le voit au volant de ce camion, et après, il dit, j'ai réussi. C'est très émouvant, vraiment, c'est très fort. Alors oui, en fait, par rapport à la dimension écologique dont vous parliez tout à l'heure, là, qui est assez présente, parce qu'on voit les recycleries, les conciergeries. Vraiment, ce que je trouve frappant dans cette expérimentation, mais surtout dans cette nouvelle approche, dans cette nouvelle façon de penser, c'est qu'on a l'impression que ça enclenche des cercles vertueux. Ce n'était que des cercles vicieux, en fait. Leur vie, c'est des spirales, spirales de maladies après, ou d'alcool, ou de... Tous les chômeurs longue durée ne vont pas là-dedans, mais enfin, c'est quand même souvent... Et là, on voit vraiment des cercles vertueux, c'est-à-dire ça change de sens, quoi. Ça enclenche une dynamique constructive, positive, qui rayonne sur leur environnement aussi après, parce qu'en fait, tout l'environnement s'en ressent, évidemment, quand on commence à aller mieux. Oui, bien sûr. Et puis même, ça embarque les habitants du territoire, qui au début ont un regard, bien sûr, assez, on va dire, perplexe. Oui. À Mollet, on disait au début, c'est une boîte de cassos, bon, voilà. Et là... Les rebuts de la société, toutes ces expressions c'est encore des assistés, tout ça. Et en fait, qui la découvrent, finalement, qui rendent beaucoup de services. Ils en ont tous conscience, en plus, que c'est le regard qu'on porte sur eux avant. Et ils voient leur propre changement dans le regard qu'on porte sur eux aussi qui change. Oui, tout à fait.
Ouais. Notamment grâce à une porte ouverte qui a permis de montrer tout ce qu'ils faisaient. Et les habitants étaient très impressionnés. Et de nombreux interviewés dans votre documentaire et dans d'autres reportages aussi que j'ai regardés sur ce même sujet emploient l'expression recréer du lien. Ça recrée du lien. Non seulement pour eux, puisque l'on sait qu'en chômage longue durée, pour un tas de raisons, on se retrouve très isolé. Mais là, on voit que ça permet aussi, non seulement aux anciens chômeurs de recréer du lien, mais ça permet aussi de recréer du lien sur le territoire, au sein de la population. Et du coup, la population semble apprécier cette valeur ajoutée qui lui arrive par le dépôt de pain, par accompagner des personnes âgées pour aller voir leur médecin. Ou pour, et ça, c'est une dimension extraordinaire. Vous l'évoquiez au début. Ouais. Et on pense souvent aux zones rurales, mais en fait, en ville, il y a beaucoup d'isolement aussi. Voilà, de personnes âgées qui ne peuvent pas aller chez le médecin, qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai vu hier dans l'IB, je crois, une association à Paris qui s'est créée pour que des bénévoles puissent passer 1 heure ou 2 avec une personne âgée à Paris, l'emmener faire une course, et que voilà, bien sûr. D'ailleurs, les 10 territoires qui sont actuellement dans l'expérimentation, il y en a 5 qui sont urbains et 5 ruraux. Donc il y a Villeurbanne, par exemple, Villeurbanne dans la banlieue de Lyon, on est vraiment, c'est très urbain. Il y a un quartier du 11e arrondissement à Paris, et les besoins non satisfaits, il y en a partout. Partout. Oui. Donc évidemment, il y a des activités qui peuvent changer un peu, selon le contexte où on est. Parce que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, mais en fait, il y a des besoins partout. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est envisagé pour l'avenir? Est-ce que c'est que chaque salarié retourne travailler dans une entreprise à l'extérieur pour libérer des places? Mais dans ce cas-là, on peut craindre qu'il retrouve les mêmes conditions de travail normales, entre guillemets. Ou est-ce que ce type de structure pourrait aussi influencer la création d'entreprises qui calqueraient le modèle de fonctionnement, mais en étant autonome, sans aide de l'État, et pour tout type de personnes? C'est-à-dire chercher les besoins, et puis... mais est-ce que ça peut être autonome? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des pistes de développement? Là, pour l'instant, c'est une expérimentation. Donc l'idée, c'est de savoir... on sait déjà qu'elles peuvent dégager un chiffre d'affaires qui n'arrête pas de croître, d'ailleurs, parce que Moneo, maintenant, à la fin de l'année, ils seront à 350 000 €, ce qui est quand même pas mal. Ils sont partis de 70 000 € la première année, 200 000 et maintenant 350 000 €. Donc la question, c'est de savoir jusqu'à quel point elles peuvent être autonomes, ou est-ce que... Ça veut dire, c'est ça l'expérimentation, donc c'est pour ça aussi que tous ceux qui sont partenaires actuellement des 10 territoires disent 5 ans, c'est pas assez pour pouvoir faire cette véritable évaluation. Jusqu'à quel point elle pourrait être autonome quand cette dynamique nouvelle sera enclenchée, que tous les habitants du territoire, les entreprises, les associations, les citoyens auront recours aux services de cette entreprise dans un cadre bien défini, donc de non-concurrence évidemment. Et voilà, est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour qu'elles vivent, il faut verser que l'État subventionne à hauteur de, je sais pas, de 10 000 € par... parce que, pourquoi? Ou 5, un petit ou complément, 15, un petit complément, ou pas? Un peu d'aide. Et si c'est le cas, est-ce que nous, la société, on est prêt à investir dans ce genre et à soutenir ce genre d'initiative? En sachant que nous... Il ne faut quand même pas oublier parce qu'on dit c'est d'assistanat, mais attendez, vous voulez, Air France est subventionné en ne payant pas de taxes sur le kérosène. Les chauffeurs routiers sont subventionnés en ne payant pas de taxes sur le gazole. Et des exemples, les agriculteurs de notre pays, je suis bien placée pour en parler, je suis fille de paysan moi-même, qui polluent l'eau et qui font qu'ensuite, c'est nous, la société, qui devons payer pour la dépollution de l'eau. Eh bien, ils sont pollués maintenant. Et on est nous-mêmes pollués, et aussi les pauvres agriculteurs, parce que franchement, voilà, ils sont hyper subventionnés. Donc, je veux dire, ce sont des choix de société. C'est ça. Est-ce que, au nom d'une certaine forme de paix sociale, parce que c'est aussi le cas de dire, je ne parle même pas de toute la dignité qui est retrouvée par ces gens, qui pour moi est absolument, ça n'a pas de prix, tout ça, c'est tellement évident. Voilà. Mais jusqu'à quel point on est prêt à nous, société, à se dire on soutient ce genre d'initiative, on investit. C'est là où ça va être des choix de créer une nouvelle société ou non, ou de rester dans ce qui fonctionnait mal et qui nous emmène tous dans le mur. Vous avez dit c'est un grand plaisir de filmer une histoire où l'intérêt des individus coïncide avec celui de la collectivité. Et où le travail et la notion de service retrouvent tout leur sens. Il est exaltant aussi d'accompagner les soi-disant bons à rien du système économique dominant dans leur transformation physique et psychologique, parvenant à la conviction difficile qu'ils ont quelque chose à apporter à la société. D'aucuns diront que c'est de l'utopie. Eh bien, l'utopie existe, nous l'avons filmée, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. C'est drôle. Oui, c'est vrai. Vous semblez penser, comme Théodore Monod, que l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui est irréalisé. Oui, oui.
Enfin, voilà. Alors, c'est vrai, ce qui est étonnant dans ce film, enfin, parce que j'ai vu des réactions dans les salles, c'est surprenant. Les gens sont tellement touchés qu'on m'a même demandé, alors, est-ce que vous avez écrit le texte des... parce qu'il y a donc des entretiens en studio, hein, des gens qui racontent leur histoire et on les voit qui commentent ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Que vous leur auriez écrit voilà, ce qu'ils allaient dire. Parce qu'ils parlent tous très bien. Ah oui, mais quand même, ça se Non, mais ça veut dire sent, qu'ils sont tellement impressionnés par la qualité de la parole. Et tous des gens qui ne parlaient pas il y a 3 ans, quoi. Hein. Eh ben non, je dis non, c'est un vrai documentaire. c'est des vrais gens en chair et en os. Alors évidemment, après, il y a une grande confiance entre eux et moi, et l'inverse, ça joue beaucoup. Je pense aussi que la présence de la caméra, qui finalement ils ont oublié, parce que on faisait partie de la boîte au final, mais c'est vrai, on arrivait, bonjour, ça va, et hop, on commence à filmer, ils ne s'occupaient plus de nous. Vous veniez tous les 3 mois, mais comme ça durait longtemps. Voilà, et vous restiez combien de temps quand vous veniez? Une journée, 3-4 jours. Ah oui, 3-4 jours. Quand même. Oui, ben quand même. Voilà, et puis après, on se parlait par téléphone. Et ben, je pense parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon métier aussi. Je pense aussi que ça a été un effort pour eux, enfin, en tout cas parler devant la caméra dans les studios, hein, parce que c'est pas facile quand même d'être de caméra. Quand on filme une séquence qui est en train de se vivre, ils sont à la couture, enfin bon, ils oublient la caméra évidemment, ils parlent entre eux. Ils peuvent rester à on peu filme près beaucoup, naturel. voilà. Mais je pense que ça a aussi participé à... Elle le dit d'ailleurs par exemple, Magali. Magali, c'est très touchant. Quand je lui dis, si les âmes fermées, alors tous ils disent ça serait terrible, elle réfléchit, elle dit ça serait embêtant parce que je sais pas ce que je ferais, et puis quand même peut-être ça me donnerait envie de rebondir en me disant il y a plein de choses que tu savais pas faire et que tu fais comme cette interview, et j'ai laissé dans le film parce que Magali ne parlait pas, elle parlait tellement pas que pendant 2 ans, comme ils étaient nombreux, je l'avais pas remarqué vraiment, je l'ai filmé, enfin vous voyez, parce que jamais pas, et vous voyez comme elle parle, mais elle est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc je pense aussi que ça c'est le côté, comment dirais-je, j'ai constaté ça d'ailleurs, à un moment j'avais écrit un article, c'était l'intimité face à la caméra, comment quand on accepte de parler devant une caméra, alors qu'on a eu 1001 raisons de ne pas le faire d'ailleurs, en fait, voilà, des traumatismes, beaucoup de souffrances, etc. Et bien ça participe à la reconstruction, alors il faut le dire avec, voilà. Moi par exemple Philippe Robin, qui est alcoolique, donc vous avez rappelé, il y a une séquence pour moi extraordinaire, c'est la séquence des cartes. Ils vont prendre chacun une carte, puis ils doivent commenter ce qu'il y a sur la carte. Et puis voilà, c'est extraordinaire ce qui sort, enfin, c'est incroyable. Quoi. Enfin, bon. Et Philippe est très mal ce jour-là, parce qu'il est en manque d'alcool, et il pète un câble. Donc moi quand j'ai monté la séquence, j'ai appelé, j'ai dit Philippe, tu te rappelles que tu as pété un câble T'as pété un câble, et on était là, tu te rappelles qu'on était là, et on a tout filmé. Ton pétage de câble et tout, t'as pas voulu participer au truc des cartes, tout ça. Est-ce que je le laisse ? Oui, tu le laisses, parce que t'as bien dit que c'est moi qui raconte mon histoire. Oui, bah donc je vais raconter que j'ai pété un... Si c'est moi qui raconte, tu le laisses. Moi, je le remercie parce que c'est courageux. Non, c'est courageux. Très courageux. Donc c'est lui qui dit, j'allais pas bien à l'époque, maintenant j'ai arrêté de boire, mais j'allais pas bien. C'est qu'il comprend que là, ça sert une cause collective et que du coup, il met son propre ego de côté pour servir ça avec les autres. Et d'ailleurs aussi, c'est une bouée qu'il lance en direction de ses enfants, parce que ses enfants... Il y a des grands-enfants notamment, qui ne voulaient plus le voir parce qu'il était alcoolique. Et d'ailleurs, il en parle. Voilà, et il sait que ça... Et je pense que dans tout ça, ça fait que... c'est vrai que ça paraît un peu comme une fable, mon film. Hein. C'est-à-dire, on se demande si c'est de la réalité ou si c'est... Mais c'est de la réalité. C'est de la réalité. C'est pas une fiction. C'est pas enjolivé non plus. Et ça n'est pas dirigé en amont non plus. Non, moi j'ai simplement aidé dans les entretiens, c'est vrai, je les ai aidés à accoucher de leur histoire. Ça a pris beaucoup de temps, ces entretiens en studio, pour qu'ils aient le temps de recommencer s'il fallait, enfin, pour que, voilà. Mais c'est absolument extraordinaire, encore une fois. Hein. Ils disent des phrases parfois, mais c'est impressionnant. À chaque fois qu'on entend parler de chômage et de Pôle emploi en France, on dit beaucoup que beaucoup d'offres d'emploi ne sont pas pourvues, qu'il y a du travail qui ne trouve pas preneur. Mais en fait, on entend rarement que ceux qui pourraient prendre ce travail en ont souvent assez d'être maltraités, d'être considérés comme des corps jetables, ils en ont assez aussi, desquels on attend beaucoup de devoirs sans grande contrepartie. Et là, ce qui m'a frappée, c'est la façon dont sont
considérer ces personnes, les anciens chômeurs, dans cette nouvelle forme d'entreprise. Et là, on ressent l'importance pour eux du changement de regard sur eux, le fait qu'ils n'ont plus affaire à des patrons qui attendent, qui donnent des ordres, mais qu'il y a justement du care, il y a une vraie volonté de la part des gens qui les encadrent, et on le sent bien dans votre film, de les accompagner pour qu'ils réussissent. Donc l'importance pour eux du changement de regard sur eux, l'estime de soi évidemment. Et là, on n'est plus du coup dans je pense au bilan global de cette opération. Et je me disais, là, on n'est pas seulement dans le gain économique, mais de la même façon que dans un film précédent, vous aviez parlé du Bhoutan qui a choisi de ne plus considérer les seules valeurs économiques et financières pour calculer le bonheur national brut. Voilà. Il faut peut-être aussi, pour cette expérience, tenir compte de ce que ça apporte, et d'ailleurs dans nos nouvelles formes de société maintenant, de ce que ça apporte aux personnes concernées, même en termes économiques, puisque comme on le disait tout à l'heure, des gens qui vont mal, ça coûte à la société, et il n'y a pas que le coût économique dans cette histoire. J'avais noté justement ce petit passage de Cynthia Fleury dans Le soin est un humanisme, dans la collection Tract, où elle dit « Quant à la notion d'irremplaçabilité, je l'ai expérimentée par défaut en clinique avec mes patients. Les individus qui ont un sentiment de remplaçabilité tombent malades et peuvent opérer des passages à l'acte contre eux-mêmes ou autrui. Ils sont victimes de désubjectivation. Il y a comme une détérioration du sujet en eux. Il en est ainsi en politique. Quand l'état de droit détruit ses citoyens, en leur donnant un sentiment de chosification, il se porte atteinte à lui-même car ces sujets anéantis, réduits au moi minimal, deviennent étrangers au sentiment d'engagement dans la sphère publique ou traduisent politiquement leurs ressentiments par des votes extrémistes. Je ne m'attendais pas à cette chute quand j'ai vu ce passage, mais en fait c'est vrai, on comprend que l'intérêt pour une société, c'est pas toujours de calculer juste en termes financiers et économiques. Oui, mais y compris pour les salariés, parce que par exemple... Surtout pour les salariés, dans l'entreprise donc, à but d'emploi, si leur contrat a duré indéterminé, on leur dit vous êtes censés continuer à chercher du travail à l'extérieur, on vous encourage à le faire. Oui. Parce qu'il y a des places qui se libéreront pour d'autres qui... Voilà. Oui, voilà. Et en fait, c'est vrai, dans les 10 territoires, et donc à Mauléon, il y a à peu près une dizaine de salariés qui sont partis ailleurs, plutôt les plus jeunes. Alors d'ailleurs, c'est très bien fait parce que pour vraiment sécuriser cette transition qui peut faire peur à des gens qui ont passé 4-5 ans de leur vie au chômage. Qui peuvent être encore fragiles. Fragiles. Donc on leur dit si ça ne marche pas, vous revenez et vous retrouvez votre place. Donc c'est vraiment très important, très sécurisant. Mais donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'échelle des salaires, elle est de 1 à 2. Tout le monde est payé au SMIC, le directeur est payé 2 fois le SMIC. Et là depuis quelques temps, ils ont institué à Mauléon un système de référents. Parce qu'au fur et à mesure que se développaient les activités et que l'entreprise grossissait en termes d'effectifs, il a fallu des relais dans les différents ateliers parce que sinon c'était devenu trop difficile. Donc ils ont créé des référents qui sont des salariés et ils ont voté et ils ont décidé que les référents gagneraient 10% de plus que le SMIC. Bon, voilà. Oui, parce qu'il y a un petit peu de boulot supplémentaire pour encadrer tout ça. Parfois ils disent, les référents disent oui, on est appelé le soir, enfin bref. Et un jour, moi je dis à Sébastien, qu'on voit dans le film qui sait tout faire, là, qui était handicapé, qui a été 5 ans au chômage, qui a une canne, vous savez. Je lui dis, maintenant que tu vas mieux, tu pourrais aller ailleurs. Tu sais tout faire, l'informatique, la couture, enfin tout, le tourisme. Et tu pourrais gagner 200 € de plus par mois. Et là, il me regarde, il dit alors, quel intérêt? Il dit, moi maintenant, j'ai mon jardin, je mange très bien, j'ai ce travail avec mes collègues qui a du sens. Bon, et il a profité de toute cette histoire pour faire son coming out. D'ailleurs, il s'est marié avec son compagnon. Oui. Voilà. Ah oui, j'avais oublié. Donc ils ont tous les deux un salaire. Enfin, c'est un couple avec chacun son salaire au SMIC parce que lui est gardien dans un immeuble. Donc j'imagine qu'ils sont à peu près au SMIC tous les deux. Mais voilà, il me dit, mais Marie-Monique, tu sais, moi, quel intérêt d'aller ailleurs pour me faire maltraiter de nouveau? Parce que de toute façon, je suis toujours handicapée. Voilà. Et d'ailleurs, tous les anciens, ceux qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire qui ont été là depuis le départ, qui ont accompagné toute la création d'entreprises, etc., ils n'ont pas du tout envie de partir pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on a une qualité de vie au travail, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est pas un but en soi de gagner 200 € de plus. Vous voyez, c'est intéressant, parce que là, on voit vraiment bien... On voit vraiment qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est plus... ils ont besoin de confort et de care, justement, parce que vous dites retrouver la difficulté par rapport au fait qu'il est handicapé et que peut-être maltraité. Il y a aussi le fait d'être homo. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi, ça peut être vraiment une difficulté en entreprise. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses qui font que des êtres humains peuvent être maltraités en entreprise, déjà sans avoir aucune raison de l'être. Il y a un système qui fait qu'on peut être vraiment maltraité en entreprise. Mais en plus, quand on a des raisons d'être qui peuvent mener à une discrimination,
qu'on fait partie de minorités, ça crée aussi beaucoup de souffrance. Et là, dans cette expérimentation, ce qui m'a frappée, et je me suis demandé à un moment aussi si vous n'aviez gardé que les bons moments, même si on voit des moments un peu difficiles, mais parce qu'on sent beaucoup de bienveillance. Est-ce que c'est parce que vous étiez là, ou est-ce que vraiment, parce qu'il y a quand même des gens très différents, donc c'est sûr que ça doit être difficile de quitter ça ensuite pour repartir, alors qu'ils ont construit ensemble quelque chose qui est une vraie solidarité, qui connaissent ensemble par où ils sont passés. Oui, non, bien sûr, il y a beaucoup de solidarité entre eux. Alors, on le voit d'ailleurs avec la fameuse séquence des cartes, là, où Philippe est insupportable. C'est-à-dire, il cherche la castagne, quoi, hein, vraiment. Il gueule, enfin. Et eux continuent de faire leur... voilà. Et d'ailleurs, il lui dit lui-même, après, mes collègues ne m'en ont pas tenu rigueur, je les remercie parce que vraiment, j'ai un sale caractère. Et il rajoute, d'ailleurs, je ne connais pas d'alcooliques qui n'ont pas un sale caractère. C'est une phrase extraordinaire qu'il dit. Et voilà. Et donc, évidemment qu'il y a les difficultés viennent plutôt, en fait, et ça fait partie de l'évaluation aussi, quelle est la bonne taille maximale de l'entreprise. Parce que tous les 10 territoires ont constaté qu'une fois passé 40 salariés, on passe à une autre échelle. Et l'idée serait peut-être de dire... il y a d'ailleurs un territoire qu'ils ont décidé d'en faire deux EBE. Voilà, parce que quand on passe à 90, ça devient... Alors, surtout en plus, que les nouveaux qui arrivent, voilà. non, c'est pas leur bébé comme les premiers qui ont essuyé, qui ont fait des sacrifices pour que ça marche et tout ça. Les autres, ils arrivent, on sent que c'est une autre mentalité déjà. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est pas évident. D'ailleurs, Magali, à chaque fois, toute la salle rit quand on l'entend qui dit... vous comprenez, Magali est là depuis le début. Hein, donc, quand on a des nouveaux qui arrivent, qui viennent de signer leur contrat de travail, on leur dit, maintenant, il va falloir que tu cherches du travail. Ils disent quoi ? Je viens d'être embauché, c'est pas pour chercher du travail, c'est pour travailler justement. Et Magali, elle dit, non, nous ici, c'est nous qui trouvons notre travail. Donc, c'est évidemment, quand vous venez d'une autre entreprise, ou même, c'est pas un concept courant dans la société, c'est sûr. Du tout. Donc, alors la taille idéale, je sais pas ce qu'ils vont finalement décider, mais en tout cas, le seuil de 40, c'est très bien dit dans le film, mais je l'ai constaté dans d'autres territoires, hein, je l'ai entendu dans d'autres territoires, ils avaient le même problème. Je suis allée à Villeurbanne, par exemple, il y avait des gens de leur EBE de Villeurbanne, quand on a présenté le film, qui étaient très touchés parce qu'ils disaient on retrouve la même chose. Voilà. Il y avait des salariés de l'entreprise de Villeurbanne qui sont venus avec moi répondre aux questions du public. C'était très intéressant parce qu'on voyait vraiment que c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est la même chose qui se déroule partout avec des petites différences. Mais, 40, 50, c'est beaucoup, quoi. Voilà. Pour que ça reste à taille humaine quand même, hein, parce que c'est ça. Donc sans grande hiérarchie, donc très peu de hiérarchie. Appel à la créativité des salariés, qui doivent du coup, parce que c'est eux qui proposent des activités en général, être attentifs aux besoins du territoire. C'est magnifique comme démarche, hein, de se dire, essayer de trouver, là il y a peut-être quelque chose à faire parce que... C'est très ouvert, il y a quelque chose de très ouvert par rapport à la culture d'entreprise qu'on a aujourd'hui, où on rentre, il faut rentrer dans des rails, et souvent les gens finissent en burn-out, en dépression longue durée, en tout ça. Vraiment, je trouve ça très rafraîchissant, le mot est trop faible, parce qu'on a l'impression que ça pourrait vraiment ouvrir une brèche vers une lame de fond, de penser les choses autrement. C'est pas tant cette expérience, c'est penser les choses autrement. C'est une entreprise qui marche à l'envers, nous on embauche d'abord, on cherche du travail après. Je dis non, c'est le monde qui marche à l'envers. En fait, c'est là où on voit ce qui est assez extraordinaire, et ça c'était pas prévu. Moi, quand je commence à filmer, je sais même pas si la loi va passer, je sais même pas si rien. Et puis qu'est-ce que ça va donner, Moi, j'aurais pu couler ma boîte en fait, hein, c'est continuer à tourner sans savoir si la loi passait pas. Pam, j'avais 2 ans de tournage poubelle. Et enfin bref, c'était un risque énorme. Ça, c'est l'intérêt d'avoir sa petite maison de prod. Au moins, on sait qu'on prend des risques et on sait pourquoi on les prend. Mais si j'avais pas eu ma maison de prod, personne n'aurait soutenu un projet comme ça. C'était trop fragile, trop imprévisible, quoi. Et donc, vraiment, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais là au final, ce qui se passe, c'est que on voit comment tout se remet à l'endroit. Et du coup, les gens se remettent à l'endroit, et les gens vont mieux, parce qu'avant, et l'économie se remet à l'endroit, enfin, ça reprend du sens, tout ça. Et ça, ça fait du bien, hein, parce que quand même, vu l'ambiance générale en ce moment, c'est quand même assez difficile. Une autre anecdote que je voulais vous dire avant qu'on termine, c'est que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, novembre de l'année dernière, j'appelle le maire de Mauléon, j'appelle mes potes, parce que c'est des potes de l'entreprise à but d'emploi, et je leur dis, alors, Marie, il y a beaucoup de ronds-points à Mauléon. Je dis, je sais, moi je connais bien le département. Il y a des Gilets jaunes à Parthenay, à Niort, à Melle, à Thouars, à Bressuire, mais pas à Mauléon. Et je dis, quand même, non, c'est trop beau là, c'est pas ça, entre guillemets. Hein, je dis, non. Et en fait, Philippe Robin, qui a toujours pas mal d'humour, me dit, tu sais, nous sommes une cité apaisée. Alors Sébastien me dit, on en parle entre nous, bien sûr, mais on n'a pas envie d'y aller. On les comprend, ailleurs, hein, parce qu'il n'y en a pas à Mauléon, mais voilà. Mais
c'est à prendre pour ce que c'est, hein. C'est une anecdote, mais c'est quand même assez intéressant comme anecdote. Oui, on sent que les résultats sont vraiment en profondeur. Ouais. C'est pas du vernis Non, sur non, un... non. Vous aimeriez, Marie-Monique Robet, être qualifiée de lanceuse d'avenir. J'espère vraiment que vous allez contribuer avec Nouvelle Cordée et tous ceux qui sont engagés dans cette belle expérimentation, que vous allez contribuer effectivement à lancer un avenir meilleur. En tout cas, le film y invite. Et la réalité aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette rencontre et merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, parce que je pense qu'en tant que citoyen, on peut vous dire merci pour tout ça. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.